Bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire proposé par Fibro. Je m'appelle Paul Revet et je suis support technique auprès des éleveurs pour la société Fibro et je serai l'animateur de ce webinaire. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Peepers pour une présentation sur la santé de la mamelle de la vache laitière. Sophie Peepers a obtenu son diplôme de vétérinaire en 2005 et est depuis lors membre de la M-Team UGent. Après l'obtention de son diplôme, Sophie a immédiatement commencé à travailler sur son doctorat sur la mamite des génisses au département de la reproduction, de l'obstétrique et de la santé du troupeau. Et en 2010, elle a obtenu son diplôme de docteur en médecine vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Gand en Belgique. Elle est actuellement directrice générale de MEX, MEX qui est une branche de l'université de Gand spécialisée dans le développement de formations et d'outils destinés à faciliter donc la gestion des mammites pour les vétérinaires et autres conseillers laitiers depuis 2019. Sophie est également nommée professeure invitée de l'Université de Gand. Elle est passionnée par les mammites et la qualité du lait et en tant que vétérinaire et chercheuse, elle utilise son expertise pour soutenir et former les vétérinaires à la gestion des mammites et les encourager à devenir les meilleurs experts en santé du pied qui puissent être. Elle aime le réseautage, la collecte des nouvelles informations lors de conférences scientifiques, puis la mise en pratique de ses connaissances. En 2014, elle a été la co-organisatrice de la première réunion régionale du National Mastitis Council en dehors des États-Unis et du Canada. Et elle est également co-rédactrice du M2 Magazine. Alors, le bien-être de vos animaux est primordial pour vous et chaque jour, vous agissez pour leur confort. Les cellules, les mammites peuvent être des sujets qui sont très souvent très redondants et qui pèsent sur la santé de votre troupeau et donc sur la rentabilité de vos exploitations, même si tout ce que vous faites, vous le faites bien et vous faites vraiment tout ce que vous pouvez. Il est toujours possible que vous soyez confronté à un trop grand nombre de mammites. Alors, comment est-ce possible? La question est là. Au cours de ce webinaire, Sophie Peepers, qui est donc spécialiste de la santé mamelle, vous permettra de découvrir comment il est possible que la santé de la mamelle ne soit pas toujours optimale malgré une bonne gestion des mammites dans votre élevage. Pour que nous puissions répondre à vos questions avant la fin de ce webinaire, je vous remercie de les poser directement dans le mode QR en bas de votre écran. Je remercie encore une fois chaleureusement Sophie d'être présente et lui laisse prendre la main. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien Paul pour l'introduction et merci à Fibro ici pour l'invitation à ce webinaire. Bienvenue ici à ce webinaire, la mamite et le taux solaire de lait du tonk. Vous faites tout ce que vous pouvez, mais les mammites sont toujours trop nombreuses. Et ce n'est pas une situation théorique, non, c'est vraiment quelque chose que nous rencontrons très souvent dans la pratique, dans les élevages modernes d'aujourd'hui. Il y a une bonne gestion de la santé mammaire, mais quand même, on a des problèmes avec les mammites cliniques ou on a des problèmes avec le taux cellulaire trop élevé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Pour répondre à cette question, il est important de comprendre bien la maladie de mamite. Mamite, c'est quoi? C'est une maladie très simple. Si on regarde et si on compare mamite avec d'autres maladies, on voit que c'est une maladie très simple parce que c'est seulement causé par des bactéries. Pas de virus, pas de parasites, seulement des bactéries. Donc ça, c'est déjà très simple. Et dans chaque élevage autour du monde, des vaches sont exposées aux bactéries parce que les bactéries, les germes, sont présents dans l'environnement de la vache. Et dans la majorité des cas de mammites, les germes vont pénétrer par le bout du crayon, par l'orifice du crayon dans la mamelle, et là, les germes vont rencontrer les cellules qui sont déjà présentes. Donc, heureusement, nous avons déjà des cellules qui sont présentes dans le lait de chaque vache. Parce que ce sont les cellules qui sont présentes qui vont reconnaître les germes. Ce sont des choses qu'on n'aime pas parce que les germes, on ne veut pas avoir beaucoup de germes dans la mamelle. Donc, les cellules vont réagir et on va avoir des cytokines, des signaux d'alarme. Et parce que nous avons des substances qui sont produites, parce que nous avons les cytokines qui sont produites par les cellules, nous avons d'autres cellules qui vont migrer, qui vont transférer du sang jusqu'au lait ici. Donc, dans chaque cas de mamite, nous avons une augmentation dans le nombre de cellules dans le lait. Nous avons une augmentation de taux cellulaire du lait dans chaque cas de mamite. Donc, c'est toujours la même situation,
des germes qui pénètrent par le bout du crayon, par l'orifice du crayon et le canal du crayon dans la mamelle. Nous avons une réaction par les cellules qui sont déjà présentes. Nous avons la production des substances inflammatoires des cytokines et parce que nous avons une augmentation dans la concentration des cytokines, nous avons le transfert des cellules du sang dans le lait. Donc, parce que nous avons un transfert des cellules du sang au lait, nous avons bien sûr une augmentation dans le taux cellulaire, dans le comptage cellulaire du lait. Et les cellules sont bien sûr importantes pour attraper les germes qui ont pénétré dans la mamelle et aussi pour éliminer les germes qui sont là. Donc, on peut poser bien sûr la question, qu'est-ce que nous voyons hein? Si nous avons une mamite, est-ce que toutes les vaches atteintes de mamite présentent-elles des symptômes? Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi réfléchir. Est-ce que vous pensez que toutes les vaches atteintes de mamite présentent des symptômes? Et je vais vous donner immédiatement la réponse, non. Donc, nous avons beaucoup de différences entre des mammites. Donc, la pathogénèse, la maladie est toujours le même, des germes qui pénètrent de l'environnement par l'orifice du crayon dans la mamelle. Ça, c'est le même pour tous les cas de mammites, mais les symptômes, on voit une grande variété entre des mammites, des cas de mammites. On a deux types de mammites. On a les mammites cliniques ou les mammites aiguës. Et ça veut dire, oui, nous avons des symptômes visibles, nous avons des abnormalités dans le lait ou des abnormalités au niveau du quartier où la vache est vraiment malade. Et puis, nous avons aussi des mammites subcliniques ou des mammites chroniques. Et là, on n'a pas de symptômes visibles. Il y a une réaction inflammatoire. Nous avons une mamite. Nous avons des germes, des bactéries dans le lait et c'est la vache qui va réagir, mais on ne voit pas de symptômes. Donc ici, vous voyez les mammites cliniques. On a les mammites cliniques faibles, ça veut dire le quartier n'est pas gonflé, le quartier n'est pas douloureux, le quartier n'est pas rouge, mais nous avons par exemple des caillots, des matons, nous avons des flocons dans le lait. Donc il y a des abnormalités au niveau du lait, mais la vache n'est pas vraiment malade, elle n'a pas de fièvre et on n'a pas d'abnormalité au niveau du quartier. Puis nous avons ici les mammites modérées, le type B, le type 2, et ça veut dire, oui, nous avons des abnormalités au niveau du lait, nous avons des flocons, nous avons des matons, mais nous avons aussi un quartier qui est gonflé, qui est douloureux, qui semble un petit peu chaud, qui sont un petit peu chauds, par exemple, etc. Donc, il y a aussi des symptômes inflammatoires au niveau du quartier. Et puis, nous avons bien sûr les mammites suraigus, les mammites qui sont souvent causées par des coliformes et ce sont les vaches qui sont vraiment malades. Donc, comme vous voyez, la vache n'est pas debout, elle est vraiment malade, fièvre, peut-être elle est aussi en choc, etc. Donc, ça sont les mammites cliniques sévères, les mammites cliniques suraigus. Mais dans tout cas, faibles, modérés, aigus, suraigus, si nous voyons des symptômes visibles, ça veut dire que nous avons une mamite clinique, une mamite aiguë. Mais, comme vous voyez ici, on a prélevé deux échantillons de lait, un échantillon de lait d'une vache qui a développé une mamite et un échantillon de lait prélevé d'une vache qui n'a pas une mamite, pas mamite clinique, mais pas une mamite. Dans tout cas, il n'y a pas une réaction inflammatoire dans la mamelle. Donc, le lait est normal, le quartier et la mamelle n'est pas gonflé, il n'y a pas de symptômes, mais quand même, nous avons une réaction inflammatoire dans la mamelle. Et comment est-ce qu'on peut voir la différence entre les vaches qui ont développé une mamite subclinique et les vaches qui n'ont pas développé une mamite subclinique? Et puis, on a besoin des tests. Et par exemple, un test qui est vraiment connu, c'est le comptage cellulaire. On va déterminer le nombre de cellules dans le lait. Et comme ça, on peut voir ici, dans le lait d'une vache
qui a développé une mamite subclinique, le nombre de cellules est élevé comparé au lait prélevé d'une vache qui n'a pas une mamite subclinique, qui n'a pas de mamite. Donc là, on n'a pas de symptômes visibles, on a une réaction inflammatoire parce qu'on a aussi des germes qui ont pénétré par l'orifice dans la mamelle. Nous avons aussi une réaction inflammatoire, mais on n'a pas de symptômes. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a une augmentation dans le nombre des cellules. Ce qui est vraiment important, et si vous êtes confronté avec un foyer des mamites cliniques, et de poser la question et de vous poser la question, pourquoi est-ce que je suis maintenant confronté avec un foyer de mamite clinique? Parce que, comme j'ai déjà dit, dans chaque élevage autour du monde, tous les vaches sont exposées aux germes, sont exposées aux bactéries. Il n'y a pas un élevage qui est stérile, donc où on ne peut pas trouver des germes dans l'environnement d'une vache. Dans chaque élevage, les vaches sont exposées aux germes. Mais ça ne veut pas dire que nous avons un problème avec la santé mammaire. Ça peut être le taux cellulaire du temps qui est élevé. Ça peut être une incidence de mamite clinique augmentée. Donc, on n'a pas dans chaque élevage un problème avec la santé mammaire. Même si toutes les vaches autour du monde, dans chaque élevage, sont exposées aux germes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il y a 3 facteurs qui déterminent la sévérité d'une infection mammaire. Donc, quand les germes ont pénétré dans la mamelle, nous avons une infection mammaire causée par les bactéries et nous avons une réaction inflammatoire. Et la sévérité de la réaction inflammatoire est déterminée par 3 facteurs. On voit par exemple une différence entre les germes, entre les bactéries. Vous connaissez coliformes, E. coli, Escherichia coli par exemple, et Escherichia coli, c'est un germe qui cause normalement des symptômes plus aigus, plus suraigus, des réactions inflammatoires plus aiguës, plus suraigus. Si on fait une comparaison, par exemple, avec Staphylococcus aureus, staphylocoque doré, oui, staphylocoque doré peut aussi causer des infections ou des mamites cliniques très aiguës, très suraiguës, mais normalement, les symptômes sont moins sévères comparés aux mamites causées par Escherichia coli. Donc, il y a une différence entre les germes. Mais on doit être honnête, on n'a pas beaucoup d'influence sur le type de germe qui est présent. Chaque élevage a E. coli dans son élevage parce que c'est aussi quelque chose qui est excrété par le fumier des vaches, par exemple. Donc, E. coli est présent. Staphylocoque doré, c'est pas toujours présent, c'est pas présent dans chaque élevage. Donc, par exemple, si vous achetez des vaches, OK, on peut introduire Staphylococcus aureus dans l'élevage si on achète des vaches, par exemple. Mais si vous êtes confronté avec un foyer de mammites cliniques, par exemple, les germes sont là, donc on n'a pas beaucoup d'influence, pas beaucoup d'impact sur le type de germes qui cause les problèmes à ce moment-là. Mais les 2 autres facteurs sont très importants parce qu'on peut avoir un impact sur les 2 autres facteurs qui déterminent la sévérité de la réaction inflammatoire. Et quels sont les 2 autres facteurs? C'est la pression d'infection auquel la vache est exposée. Qu'est-ce que ça veut dire, la pression d'infection? Très simple, ça veut dire le nombre de bactéries auxquelles la vache est exposée. Et plus le nombre de bactéries qui pénètrent dans la mamelle est élevé, plus sévère, plus aigu les symptômes de la mamite clinique ou de la mamite dans tous les cas. Donc, c'est très simple. Si vous avez beaucoup de bactéries qui pénètrent dans la mamelle, la réaction inflammatoire va être aussi plus sévère, plus aiguë. Et bien sûr, la probabilité que vous êtes confronté avec une mamite clinique va être aussi plus augmentée comparé qu'un élevage auquel les vaches sont moins exposées aux bactéries. Donc, le nombre de bactéries dans l'environnement est moins présent ou est moins élevé. Donc, la pression d'infection est très importante. Et puis, nous avons aussi l'immunité de la vache.
comment est-ce que la vache réagit quand les germes ont pénétré dans la mamelle. Et on voit aussi une différence dans l'immunité des vaches. Il y a une grande différence entre les vaches. Parce que même dans un élevage qui est confronté avec un foyer de mammites cliniques, pas toutes les vaches développent une mammite clinique. Donc même si toutes les vaches sont exposées au même nombre de bactéries dans l'environnement, pas toutes les vaches vont contracter, vont développer une mammite clinique. Donc ça veut dire nous avons aussi une différence entre les vaches et là, l'immunité va être très importante. Donc, la pression d'infection, juste pour vous montrer, pour visualiser ce que nous voulons dire. Ici, vous avez deux photos. Ce sont deux photos de différents élevages laitiers. Vous avez le photo à gauche et le photo à droite. Qu'est-ce que vous pensez? Dans quel élevage est-ce que vous avez une probabilité plus élevée que les vaches vont contracter une mammite clinique ou une mammite, en tout cas, n'importe mammite clinique ou n'importe subclinique. Et bien sûr, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une différence en ce qui concerne l'hygiène. Et l'hygiène, ça veut dire, c'est un indicateur pour, bien sûr, le nombre de bactéries auxquelles les vaches sont exposées. Donc ici, bien sûr, dans cet élevage, la probabilité qu'une vache va contracter une infection mammaire, qu'une vache va développer une mammite clinique est plus élevée par rapport aux vaches qui sont logées ici dans cet élevage. Parce qu'ici, c'est plus propre, c'est plus sec, donc le nombre de bactéries dans l'environnement auquel les vaches sont exposées est aussi moins élevé. Donc ça, c'est ce que nous voulons dire avec la pression d'infection. Les vaches sont exposées aux bactéries entre les traites, donc l'hygiène du logement est bien sûr très important, mais nous avons aussi la pression d'infection pendant la traite. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Très simple. Si les vaches entrent dans la salle de traite, il y a bien sûr beaucoup de germes sur la peau des trayons. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essuyer, on doit nettoyer les trayons. Comme ça, on peut diminuer le nombre de bactéries sur la peau du trayon et on peut aussi diminuer le risque de développement de nouvelles infections mammaires pendant la traite. Si on a encore beaucoup de germes, beaucoup de saletés qui sont présents sur la peau du trayon, les saletés et les germes peuvent se détacher pendant la traite quand les fescotrayeurs sont accrochés, donc peuvent détacher pendant la traite et peuvent être inoculés, catapultés par l'orifice du trayon dans la mamelle. Et ça, c'est certainement un facteur de risque pour le développement de nouvelles infections par des germes environnementaux, comme par exemple Streptococcus ubris et Escherichia coli. Comment est-ce que vous pouvez déterminer la pression d'infection pendant la traite? Et puis, vous pouvez faire un score d'hygiène des trayons. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant la traite? Juste après la préparation faite par vous comme trayeur, on va de nouveau nettoyer le bout du trayon et regarder et évaluer les saletés et le niveau de saleté, combien de saleté est-ce qu'on trouve encore sur les lingettes pour déterminer aussi le risque de développement de nouvelles infections mammaires pendant la traite. Et ici, par exemple, on voit ce quartier, ce trayon, il n'était plus saleté présent juste avant l'accroche de fesco-trayeur. Mais si on regarde, par exemple, les lingettes ici, qu'est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de saleté sur les lingettes. Donc, ça veut dire qu'il était encore beaucoup de saleté présent au bout du trayon et sur la peau du trayon juste avant l'accroche de fesco-trayeur. Maintenant, nous avons nettoyé les trayons de nouveau, nous avons essuyé les trayons, mais normalement, on ne va pas le faire. Donc, les saletés sont encore présents sur la peau du trayon et peuvent se détacher pendant la traite et peuvent être inoculés dans la mamelle et peuvent causer de nouvelles infections. Donc, il y a aussi une pression d'infection pendant la traite
aussi pour des nouvelles infections causées par des germes environnementaux. La condition de bout de crayon est aussi un facteur qui est très important. Donc ici, vous avez deux photos, photo à gauche, photo à droite. Si je vous posais la question dans quel quartier a une probabilité plus élevée de développer une nouvelle infection mammaire, je pense que vous me dites, ah oui, ce quartier ici, à droite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous voyez? Il y a de dommages au niveau d'orifice. Comme vous voyez, il y a d'hyperkératose. Donc, ça veut dire que les germes peuvent plus facilement pénétrer dans ce quartier parce que l'orifice n'est pas fermé. Comme vous voyez, c'est aussi plus facile pour les germes pour être là, pour attacher à l'orifice, pour attacher au bout du crayon. Donc, on peut créer une pression d'infection plus élevée au niveau du bout du crayon. C'est aussi plus facile de développer et de causer une nouvelle infection. Certainement aussi des infections causées par des germes environnementaux. Si on regarde ici ce crayon, qu'est-ce que vous voyez? C'est un orifice très souple, il n'y a pas de dommage, il n'y a pas d'hyperkératose, donc le muscle au niveau de l'orifice peut se contracter très facilement et comme ça l'orifice est plus fermé et c'est plus difficile pour les germes de pénétrer dans la mamelle si l'orifice est fermé, si on n'a pas d'hyperkératose au niveau de l'orifice. Donc, même si ces deux vaches sont logées dans le même étable, au même élevage, même si les deux vaches sont exposées aux mêmes pressions d'infection, le quartier de cette vache a une probabilité plus élevée de développer une nouvelle infection comparée au quartier de cette vache qui n'a pas de dommages au niveau de l'orifice du crayon. Donc, ce n'est pas seulement le nombre des bactéries dans l'environnement, ce n'est pas seulement l'hygiène qui est important, mais aussi la condition du bout de crayon qui est très important. Donc, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas seulement la pression d'infection. Hein. Donc, bien sûr, si on a beaucoup de germes, si l'hygiène n'est pas OK, là, on a un risque élevé que les germes vont pénétrer en grand nombre dans la mamelle et vont causer une réaction inflammatoire plus élevée, plus aiguë. Mais on a aussi l'immunité qui est importante. Et je vais vous montrer deux figures, deux vaches. Une vache qui a contracté, qui a développé une mamite clinique modérée, donc la mamelle était gonflée, la mamelle était un petit peu douloureuse, oui, il y a des flocons dans le lait, etc. Mais la vache n'était pas malade, il n'était pas de fièvre, la vache n'était pas en choc, etc. Et puis, je vais vous montrer aussi une figure, la réaction inflammatoire dans une vache qui a contracté, qui a développé une mamite sévère, une mamite suraiguë. Donc, il était de la fièvre et la vache était aussi vraiment malade. Et la question qu'on peut se poser là est quelle vache a maintenant la meilleure immunité? Les vaches étaient infectées avec le même germe. Les vaches étaient infectées avec la même dose, donc la pression d'infection était la même. Dans le même quartier, donc il n'était pas de différents, quartier droit, quartier avant, quartier gauche, arrière, etc. Donc le même quartier de chaque vache était infecté avec la même dose du même germe. Mais on a une différence dans la réaction inflammatoire. Et puis, on peut se poser la question, quelle vache a maintenant la meilleure immunité? Est-ce que c'est la vache qui n'a que des flocons dans son lait, donc seulement une mamite modérée, une mamite faible à une mamite modérée, ou est-ce que c'est la vache qui est vraiment malade? Et je vais vous donner la réponse. Donc ici, vous avez les deux figures. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé E. coli, Escherichia coli, et on a inoculé Escherichia coli dans le quartier des deux vaches. Et puis, on a évalué la réaction inflammatoire. On a évalué la concentration, le taux cellulaire dans le lait des deux vaches. Mais on a aussi évalué
la concentration des germes, la concentration d'Escherichia coli dans le lait. Donc ici, vous avez les heures après l'inoculation, après qu'on a causé une infection avec Escherichia coli. La ligne rose, c'est l'évolution des cellules somatiques, le taux cellulaire, le comptage cellulaire. Et puis, vous avez la ligne bleue, et c'est la concentration des germes, la concentration des Escherichia coli. Ici, vous avez la réaction inflammatoire dans la vache qui a développé une mamite modérée. Ici, vous avez la réaction inflammatoire dans la vache qui a développé une mamite sévère, une mamite suraiguë. Et vous voyez immédiatement la différence. Ici, dans cette vache, nous avons un influx de neutrophiles, un transfert de neutrophiles du sang dans le lait très rapide. Et comme ça, il était possible d'éviter une croissance, une multiplication des bactéries Escherichia coli dans le lait. Donc, il était aussi possible de contrôler la pression d'infection interne dans la mamelle. Et vous voyez une rapide diminution de la concentration de Escherichia coli. Qu'est-ce que vous voyez ici? Si on regarde la réaction inflammatoire dans la vache qui a développé une mamite sévère, oui, nous avons aussi une augmentation dans le comptage cellulaire, dans le taux cellulaire, mais c'était moins rapide. Donc, les germes ont eu la chance, la possibilité de multiplier et de créer, de générer une infection, une pression d'infection interne dans la mamelle plus élevée par rapport à cette vache. Donc, vous voyez immédiatement la différence. Et si vous avez une pression infection interne plus élevée, on va avoir aussi une réaction inflammatoire plus sévère. Donc, qu'est-ce qu'il est passé dans les deux cas? Ici, nous avons une réaction très rapide. Donc, il est possible de contrôler le nombre des germes dans la mamelle. Ici, la vache a une immunité réduite, a une immunité plus faible, donc elle était plus lentement, la réaction était plus lentement et les germes ont commencé à multiplier. Et vous devez tenir compte que dans le cas de Escherichia coli, chaque 20 minutes, on a le double nombre de Escherichia coli. Donc, ça va très vite. La multiplication va très vite. Donc, ce que vous avez déjà vu ou ce que vous avez vu dans les figures, la différence entre les vaches qui ont contracté une mamite modérée et qui ont contracté une mamite sévère, on peut associer cela aussi avec la distribution des mamites cliniques pendant la lactation. Et je peux vous poser aussi la question, vous pouvez aussi réfléchir si vous voulez, pendant quelle période de la lactation voit-on un pic dans l'incidence des mamites? Est-ce que c'est juste après l'élevage? Si vous pensez à la distribution des mamites cliniques dans votre élevage, est-ce que vous voyez un pic de mamites cliniques juste après l'élevage, autour du pic de la lactation, à la fin de la lactation, ou est-ce que vous dites non, moi, je ne vois pas de différence, j'ai des mamites cliniques au début de la lactation, au milieu de la lactation, à la fin de la lactation. Et ça, c'est aussi très important à évaluer dans votre élevage. Donc, il y a plusieurs études qui ont évalué la distribution de mamites cliniques pendant la lactation des vaches laitières. Et n'importe quelle étude que vous évaluez, que vous regardez, que vous observez, on voit toujours la même. Donc ici, ce sont les résultats de Belgique, mais on a aussi des études qu'on a fait en France, on a des études d'Angleterre, etc., Pays-Bas, et on voit toujours la même distribution. Ici, vous avez les semaines juste après le village. Donc ça, c'est au début de la lactation. Ici, au milieu de la lactation. Ici, à la fin de la lactation. Ici, vous avez le nombre de quartiers qui ont développé une mamite clinique par 1000 vaches jour. Et on a la distribution des mamites cliniques dans les génisses, première lactation, et on a la distribution des mamites cliniques dans les vaches adultes. Et qu'est-ce que vous voyez?
dans les génisses, mais aussi dans les vaches adultes, nous avons un pic dans l'incidence de mammites cliniques ici, au début de la lactation, donc aussi jusqu'au autour du pic de la lactation, donc le pic de la production laitière. Et puis, qu'est-ce que vous voyez? Une diminution dans l'incidence de mammites cliniques dans les vaches, mais aussi dans les génisses. Et comme vous voyez, le pic au début de la lactation est même plus élevé dans les génisses par rapport aux vaches, donc comparé aux vaches. Donc ça, c'est toujours la même situation. On sait bien sûr ici, autour du village, au début de la lactation, on voit souvent aussi une immunité moins élevée, une immunité réduite dans les vaches, parce que nous avons les hormones, bien sûr, mais on peut avoir aussi un bilan énergétique négatif, etc. Donc, tous des facteurs qui peuvent diminuer l'immunité de la vache et qui peuvent éviter une réaction rapide, une rapide réaction quand des germes pénètrent dans la mamelle. Si vous avez beaucoup de mammites cliniques ici, au milieu et à la fin de la lactation de votre élevage, vous devez certainement regarder qu'est-ce qu'il se passe parce que normalement, on ne voit pas beaucoup de mammites cliniques ici au milieu et à la fin de la lactation parce que l'immunité des vaches est normalement plus élevée, plus forte. Donc, les vaches peuvent être exposées aux germes, la même concentration, la même pression d'infection comparée aux vaches ici au début de la lactation, mais parce que l'immunité est plus élevée ici, dans les vaches au milieu et à la fin de la lactation, normalement, on ne voit pas tellement de mammites cliniques et pas si on compare cela avec l'incidence de mammites cliniques au début de la lactation. Donc, il est très important aussi de regarder dans votre élevage quelle est la distribution des mammites cliniques pendant la lactation. La distribution au début, au milieu et à la fin de la lactation. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a des facteurs qui peuvent diminuer l'immunité de la vache. Donc, deux vaches sont exposées aux mêmes pressions d'infection, même nombre de bactéries, mais on voit une différence dans la réaction inflammatoire. Et cela, on peut l'expliquer par une différence dans l'immunité des vaches. Quels sont les facteurs qui déterminent la réaction inflammatoire ou qui déterminent l'immunité? On a déjà vu un facteur, c'est la vitesse du transfert des neutrophiles, des cellules du sang dans le lait. C'est ça ce que vous avez vu. Les vaches qui réagissent plus vite ont une immunité plus forte et ont moins de chances de contracter, de développer une mamite suraiguë. D'autres facteurs qui sont importants, c'est l'activité, c'est la viabilité des cellules qui sont déjà présentes dans le lait. Donc, si on a des cellules très fortes, si on a des cellules très actives, on peut s'attendre d'une réaction inflammatoire moins sévère. Donc, les vaches ont moins de chances de développer une mamite suraiguë, une mamite très sévère. Pas seulement l'activité, la viabilité des cellules qui sont déjà présentes dans la mamelle, dans le lait, mais aussi l'activité des cellules qui doivent faire le transfert du sang au lait. Donc aussi l'activité ici, on voit une différence entre les vaches si on regarde l'activité des cellules qui sont présentes dans le sang. Et les cellules, les vaches avec une activité plus élevée sont bien sûr aussi des vaches avec une immunité plus forte et les vaches qui sont moins susceptibles de développer des mammites suraiguës. On a bien sûr le facteur génétique. Bien sûr, il y a une différence là entre les vaches, mais il y a aussi des facteurs externes. Par exemple, fièvre de lait. Si on a hypocalcémie, un déficit de calcium, on voit que c'est plus difficile pour les vaches de réagir très rapide. On a déjà une influence, on a déjà un impact sur la contraction des muscles autour des orifices. On a bien sûr besoin de calcium pour avoir une contraction des muscles. Donc, les vaches avec une hypocalcémie, avec un déficit de calcium, là, bien sûr, c'est plus difficile, certainement autour du village, d'avoir une contraction
très forte des muscles autour des orifices. Donc, l'orifice, le bout du crayon est moins fermé. Donc, c'est déjà plus facile pour les germes qui sont présents dans l'environnement de pénétrer dans la mamelle. Donc là, on a déjà besoin de calcium. Mais on voit aussi une différence dans l'activité, dont aussi la vitesse des cellules ou de la vitesse du transfert des cellules du sang au lait. Donc, si on a une hypocalcémie, on va voir que l'activité des cellules est moins élevée comparée aux vaches avec une concentration de calcium normale. Le bilan énergétique négatif, c'est aussi un facteur de risque, c'est aussi un facteur qui va réduire l'immunité et qui va aussi réduire l'activité des cellules. Donc, le transfert va être moins élevé et la vitesse du transfert des cellules va être moins élevée si on a un bilan énergétique négatif, mais on voit aussi que les cellules sont moins actives si on a un bilan énergétique négatif. Acidosis, c'est aussi un facteur de risque et comme vous voyez, il y a beaucoup d'autres facteurs. On ne connaît pas tous les facteurs. On voit que nous avons de temps en temps des problèmes avec l'immunité des vaches, que c'est une immunité réduite qui explique pourquoi nous avons un problème avec la santé mammaire dans un certain élevage, mais il n'est pas toujours possible de trouver quel est maintenant le facteur qui a diminué l'immunité des vaches dans cet élevage. Il y a aussi beaucoup de virus qui peuvent diminuer l'immunité, etc. Donc, beaucoup de facteurs de risque, fièvre de lait, bilan énergétique négatif, acidose, etc. Donc, la ration, la nourriture sont des facteurs très importants, mais ce n'est pas toujours possible de déterminer quel facteur est maintenant vraiment, quel facteur explique maintenant vraiment l'immunité réduite dans un certain élevage. Heureusement, on a aussi des outils qui peuvent nous aider d'augmenter l'immunité d'une certaine vache. Par exemple, on peut ajouter, on peut supplémenter vitamine E ou sélénium parce que ce sont deux éléments qui sont très importants pour avoir une bonne immunité. Donc, si on a un déficit, si on a une concentration faible de vitamine E ou sélénium, on peut immédiatement voir la différence, on peut immédiatement voir une différence entre les vaches en ce qui concerne la réaction inflammatoire. Mais on a par exemple aussi des supplémentations, des additifs comme Omnigène. Ça sont des choses qu'on peut utiliser pour augmenter, pour soutenir l'immunité d'une vache et aussi pour avoir une immunité plus forte. C'est ça ce qu'on peut voir ici. Donc, par exemple, l'effet, l'impact d'hypocalcémie. Ici, on a évalué l'effet, l'impact d'une hypocalcémie sur la phagocytose de neutrophile. Donc, normalement, les cellules qui vont migrer, qui vont transférer du sang au lait, doivent éliminer, doivent attraper les bactéries qui sont présentes dans le lait. Et puis, on ne doit pas seulement attraper les germes, mais on doit aussi éliminer les germes. Donc ici, ça c'est une mesure qu'on utilise pour déterminer la capacité des neutrophiles pour attraper les bactéries. Et ici, oxidative burst, ça c'est une mesure qu'on utilise pour déterminer la capacité des neutrophiles pour vraiment tuer, pour vraiment éliminer les bactéries qui sont déjà dans les cellules à ce moment-là. Donc, on a évalué l'impact d'une hypocalcémie sur la capacité des cellules pour attraper les bactéries et aussi pour éliminer les bactéries. On a causé une hypocalcémie subclinique dans certaines vaches. Donc, comme vous voyez ici, c'est la concentration normale. Donc là, on a une concentration calcium normale dans les deux groupes de vaches. Et puis, dans un groupe de vaches, on a causé une hypocalcémie subclinique. Et qu'est-ce que vous voyez? On a commencé avec une capacité des neutrophiles identique, très similaire entre les deux groupes de vaches, parce qu'il n'y était pas une différence dans la concentration de calcium. Mais les vaches qui ont contracté une hypocalcémie subclinique, donc
une diminution dans la concentration de calcium, là, on voit aussi une diminution dans la capacité des neutrophiles pour attraper les bactéries qui sont présentes dans le lait. Donc, comme vous voyez, il y a une grande différence dans la capacité dont les neutrophiles qui sont exposés aux concentrations calcium normales et les neutrophiles qu'on a prélevés des quartiers des vaches qui ont contracté une hypocalcémie subclinique. Donc, hypocalcémie, un déficit dans la concentration de calcium, peut déjà expliquer une différence dans la réaction inflammatoire entre des vaches. Et puis, nous avons l'impact d'une hypocalcémie sur la capacité des neutrophiles pour vraiment tuer, pour vraiment éliminer les germes qui sont présents dans les cellules. Donc ici, on a les deux groupes des vaches. On commence avec une capacité très identique, très similaire. Puis, on a un groupe des vaches qui a contracté, qui a développé une hypocalcémie subclinique. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une forte diminution dans la capacité des neutrophiles pour éliminer, pour vraiment tuer les germes. Donc, ça sont déjà deux différences entre les vaches qui souffrent, qui développent une hypocalcémie subclinique et les vaches qui ne développent pas une hypocalcémie subclinique. Donc, il y a des facteurs de risque qui peuvent expliquer les différences. Ici, vous avez l'impact d'un bilan énergétique négatif. Donc, si les vaches développent un bilan énergétique négatif, on a une augmentation dans la concentration de bêta-hydroxybutyrate. Donc, c'est ça ce que vous voyez ici. Donc, on a fait une étude, on a augmenté la concentration de bêta-hydroxybutyrate. Donc, ça veut dire ici, les vaches n'ont pas de problème avec un bilan énergétique négatif. Ici, on a une augmentation dans la concentration de bêta-hydroxybutyrate. Donc, ça veut dire que les vaches ont développé un bilan énergétique négatif. Et on a déterminé l'impact d'un bilan énergétique négatif sur la vitesse du transfert des neutrophiles du sang au lait. Et qu'est-ce que vous voyez? Plus la concentration de bêta-hydroxybutyrate est élevée, moins les hémotaxis, moins la vitesse et le nombre de cellules qui vont transférer du sang au lait est élevé. Donc, vous voyez vraiment une association négative. Donc, si vous avez une concentration de bêta-hydroxybutyrate plus élevée, la vitesse et le nombre des neutrophiles qui vont transférer du sang au lait est aussi moins élevé. Et bien sûr, si vous avez moins de cellules qui peuvent éliminer, qui peuvent attraper les germes, qui peuvent éliminer les germes, ça va être plus difficile pour la vache d'éviter et de contrôler l'infection mammaire. Donc, le bilan énergétique négatif est aussi un facteur de risque. Mais comme j'ai déjà dit, on n'a pas seulement des facteurs de risque, non, on peut avoir aussi utilisé des additifs qui peuvent soutenir l'immunité d'une vache. Donc ici, on a fait une étude, on a fait un expériment avec Omnigen. On a un groupe de vaches qui n'a pas été traité ou qui n'a pas reçu Omnigen au début ou au moment de tarir. Donc, c'est vraiment au début du tarissement et on a supplémenté jusqu'à 28 jours après le village. Ici, vous avez le groupe contrôle. On n'a pas reçu Omnigen. Ici, vous voyez les résultats des vaches qui ont reçu, les vaches qui ont reçu Omnigen au moment de tarir, donc au début du tarissement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi déterminé la capacité des neutrophiles pour attraper les germes qui sont présents dans le lait. Donc, si vous avez une infection mammaire, il y a des germes présents dans le lait et on a besoin des cellules qui peuvent attraper les germes et après qu'on a attrapé les germes, on doit les tuer, on doit les éliminer. Mais la première étape, c'est vraiment d'attraper les germes qui sont présents. Et qu'est-ce que vous voyez dans les vaches qui ont reçu, le Omnigen au début du tarissement? On voit une augmentation dans la capacité
d'attraper les germes qui sont présents avec 27%. Des germes, dans ce cas, c'est vraiment E. coli, donc attraper E. coli. Ici, vous voyez même une augmentation de 37% si on parle de Staphylococcus aureus. Ce n'est pas 100%, ce n'est pas le double, par exemple, mais ça peut déjà aider la vache pour éviter ou pour contrôler les infections mammaires qui sont présentes à ce moment-là. Donc, vraiment une augmentation dans la capacité des cellules pour attraper et pour contrôler les germes qui sont présents dans la mamelle. Et ici, c'est un expériment avec E. coli et Staphylocoque doré. Qu'est-ce que nous voyons maintenant dans les élevages qui sont confrontés avec un foyer d'hémamite clinique ou avec un taux cellulaire fortement élevé, même si la gestion de la santé mammaire est acceptable, est très bien. Qu'est-ce que nous voyons? Ici, c'est un élevage qui est aussi confronté avec un taux cellulaire élevé. Le taux cellulaire était plus de 300 000 cellules par millilitre. Et on a évalué la dynamique d'infection. Qu'est-ce que ça veut dire, la dynamique d'infection? On va déterminer le taux de nouvelle infection et on va déterminer le taux de guérison. Donc, les vaches qui étaient infectées et qui ne sont plus infectées le mois suivant. Donc ici, on a déterminé le taux cellulaire, c'est 2 fois consécutif par le contrôle laitier. Ici, vous avez 2 seuils, 2 fois le seuil de 200 000 cellules par millilitre. Et tous les vaches ici, à gauche, ce sont les vaches avec un taux cellulaire faible au contrôle laitier précédent. Donc, les vaches n'étaient pas infectées parce que le taux cellulaire était moins de 200 000 cellules par millilitre au contrôle laitier précédent. Et ici, vous avez les vaches qui avaient un taux cellulaire élevé, un taux cellulaire plus de 200 000 cellules par millilitre au contrôle laitier précédent. Et puis, dans le groupe des vaches qui avaient un taux cellulaire faible au contrôle laitier précédent, nous avons 6% des vaches avec un taux cellulaire élevé maintenant, le contrôle laitier actuel. Donc, ça veut dire que les vaches ont contracté, ont développé une nouvelle infection entre les deux contrôles laitiers. Et normalement, le taux de nouvelle infection doit être moins de 8% par mois. Donc, le taux de nouvelle infection dans cet élevage est acceptable parce que c'est 6%. Et puis ici, nous avons les vaches qui étaient déjà infectées au contrôle laitier précédent parce que le taux cellulaire était déjà élevé, était déjà plus de 200 000 cellules par millilitre. Ici, nous avons 16% des vaches qui ont guéri entre deux contrôles laitiers. Donc, le taux cellulaire maintenant est moins de 200 000 cellules par millilitre. Le taux cellulaire était élevé et maintenant, le taux cellulaire n'est plus élevé. Mais qu'est-ce que vous voyez? Donc, normalement, le taux de guérison doit être plus de 30% par mois. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici dans cet élevage? On n'a pas vraiment un problème avec le taux de nouvelle infection. La pression d'infection auquel les vaches sont exposées entre deux traites ou pendant la traite est acceptable, pas de problème. On n'a pas de problème avec le taux de nouvelle infection. Mais si une vache développe une infection mammaire, développe une mamite, si une vache développe un taux cellulaire élevé, elle reste élevée en taux cellulaire pour toute la lactation. Elle ne guérit pas. Et ça, c'est le problème. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a un déséquilibre entre le pourcentage, le taux de nouvelle infection et le taux de guérison. Même si le taux de nouvelle infection est bien contrôlé dans cet élevage, on a encore des problèmes pour contrôler le taux cellulaire. Parce que même si le taux de nouvelle infection est bien contrôlé, on a chaque mois une augmentation dans le nombre des vaches avec un taux cellulaire élevé parce qu'il n'y a pas assez de vaches qui guérissent spontanément entre les deux contrôles laitiers. Et ça, c'est ce que nous voyons très souvent dans les élevages modernes. La gestion de la santé mammaire est acceptable. On n'a pas vraiment un problème avec le taux de nouvelle infection,
mais ce sont les vaches qui ne réagissent pas rapidement, qui ne réagissent pas assez si on a développé une infection mammaire. Et c'est vraiment la guérison spontanée qui n'est pas acceptable, qui est trop diminuée et qui n'est pas assez élevée. Donc ça, c'est ce que nous voyons. Pas de problème avec la pression d'infection, mais nous avons problème avec l'immunité des vaches et bien sûr, le stress thermique, etc. peut avoir aussi une influence sur cela. C'est pas seulement dans cet élevage que nous voyons cela. Ici, nous avons 50 élevages. On a déterminé le pourcentage de nouvelles infections par mois, donc le taux de nouvelles infections, qui est un indicateur pour la facilité avec laquelle les vaches peuvent développer une nouvelle infection, qui est aussi une indication pour la pression d'infection auquel les vaches sont exposées pendant la traite et entre deux traites. Et ici, nous avons le taux d'infection chronique, donc ça veut dire au moins 2 fois de contrôle laitier, un taux solaire élevé. Et puis, on a divisé les élevages dans deux groupes. Les élevages avec un taux solaire du tonk supérieur à 200 000 cellules par millilitre et les élevages avec un taux solaire du tonk inférieur à 200 000 cellules par millilitre. Et comme vous voyez, c'est très difficile pour les élevages de contrôler bien le taux de nouvelles infections. Donc, la valeur cible, c'est normalement 5%, la valeur limite, c'est 8%, et vous voyez, c'est seulement une minorité des élevages qui ont un taux de nouvelles infections moins de 5% par mois. 8%, moins de 8% par mois, c'est possible, mais moins de 5%, c'est très difficile dans beaucoup d'élevages. Mais comme vous voyez aussi, ce n'est pas parce que le taux de nouvelles infections pendant la lactation est plus de 5% par mois que vous avez immédiatement un problème avec le taux solaire au niveau du tonk. Donc, même si vous avez un taux de nouvelles infections un petit peu plus élevé, plus de 5% par mois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un taux solaire du tonk de moins de 200 000 cellules par millilitre. Mais quels sont les élevages qui ont vraiment des problèmes avec le taux solaire au niveau du tonk? Ce sont les élevages avec un taux de nouvelles infections élevé, plus de 5% par mois et même plus de 8% par mois, en combinaison avec un pourcentage des infections chroniques. Donc des vaches qui n'ont pas guéri spontanément, des vaches qui restent infectées et qui restent haut en taux solaire. Donc ici, ça sont les élevages qui ont des problèmes avec le taux solaire élevé. Ici, taux nouvelle infection, pas souvent un problème, mais si on a un problème avec l'immunité des vaches, si les vaches contractent une infection mammaire et si les vaches ne guérissent pas spontanément et on n'a pas vraiment un suivi de la santé mammaire, on ne prend pas des décisions, on ne va pas traiter les vaches pendant la lactation avec des antibiotiques, on voit qu'on a très souvent de problèmes à contrôler le taux solaire au niveau du tonk. Je veux finaliser, finaliser avec un exemple pratique. Ici, vous voyez le nombre de mammifères cliniques dans un élevage. C'est un élevage que nous avons visité, un élevage avec des problèmes qui étaient confrontés avec un foyer de mammifères cliniques. Ici, vous avez les mammifères cliniques pendant l'année. Vous avez déjà beaucoup de mammifères cliniques dans certains mois. 6% par mois, 3,5% par mois, presque 2% par mois, presque 5% par mois, etc. Donc, normalement, nous voulons voir une incidence de mammifère clinique de moins de 2% par mois avec une limite de 3% par mois. Donc, dans cet élevage, c'était déjà difficile à contrôler le pourcentage de mammifères cliniques, à d'éviter les mammifères cliniques pendant l'année. Mais puis nous avons août 20 et qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, nous avons 16%, une incidence de mammifères clinique de 16%. Donc, même si l'incidence de mammifères clinique était élevée déjà ici,
on a encore une forte augmentation dans l'incidence de mammites cliniques et aussi septembre, c'était plus de 7% de mammites cliniques. On a évalué la gestion de la santé mammaire dans cet élevage. Donc, on a évalué la technique de traite, la machine à traire, la gestion des vaches en lactation, la gestion des vaches taries, la gestion des génisses gestantes, le traitement, la biosécurité, le suivi de la santé mammaire, etc. Donc, on a évalué tous les aspects en ce qui concerne la gestion de la santé mammaire. Ici, vous avez la ligne verte, c'est l'objectif. Donc, on veut avoir un score minimum de 70% pour chaque élément. Et puis, vous avez la ligne rose, c'est le score que nous avons vu, que nous avons obtenu dans cet élevage. Et comme vous voyez, pour tous les éléments, on a obtenu un score acceptable, un score plus de la ligne verte, le score que nous voulons obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet élevage? La gestion de la santé mammaire était acceptable. La pression d'infection pendant le tarissement, pendant la lactation, entre les traites, pendant la traite, etc., c'était acceptable. Ce n'est pas un score de 100%, mais ça, ce n'est pas nécessaire pour contrôler la santé mammaire dans un élevage. C'était acceptable. Mais quand même, qu'est-ce que vous avez vu? Même si la gestion de la santé mammaire était acceptable, nous avons vu que c'était déjà difficile à contrôler les mammites cliniques pendant l'année et nous avons vu une forte augmentation des mammites cliniques pendant l'été. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et cela est quelque chose qu'on peut expliquer par une diminution d'immunité des vaches. Comme j'ai déjà dit, dans chaque élevage autour du monde, les vaches sont exposées aux bactéries. Les bactéries sont présentes dans l'environnement. Mais on ne voit pas dans chaque élevage un foyer de mammites cliniques. On ne voit pas dans chaque élevage une incidence de mammites cliniques de 5%, 3%, 7% pendant l'année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire immédiatement? Déterminer la pression d'infection. C'est ce que nous avons fait. Mais on ne voit pas de déficit, on ne voit pas de problème parce que la pression d'infection est bien contrôlée dans cet élevage. Pourquoi est-ce que cet élevage est confronté avec une incidence de mammites cliniques vraiment élevée? C'est parce que les vaches ont des difficultés pour réagir contre les germes qui ont pénétré, c'est une immunité réduite. Et c'est dans des élevages comme ça qu'on doit bien sûr évaluer est-ce qu'on n'a pas des problèmes avec hypocalcémie subclinique, est-ce qu'on n'a pas des problèmes avec un bilan énergétique négatif, est-ce qu'on n'a pas un déficit de vitamine E et de sélénium, est-ce qu'on n'a pas de problème avec l'acidose, etc. Mais ce sont aussi des élevages dans lesquels on peut utiliser des additifs pour soutenir toute l'année, pendant toute l'année, l'immunité des vaches. Et comme ça va être plus facile pour les vaches de réagir contre la pénétration des germes dans la mamelle. Donc, comme conclusion, la santé de la mamelle est toujours déterminée par un équilibre entre la pression d'infection et l'immunité. Donc, le nombre de bactéries auxquelles les vaches sont exposées et l'immunité, la vitesse de la réaction inflammatoire, mais aussi l'activité des neutrophiles, des cellules qui sont présentes dans le lait et dans le sang. Le taux solaire de lait du tonk est déterminé par l'équilibre entre le taux de nouvelle infection, qui est un indicateur pour la pression d'infection et l'immunité, mais aussi le taux d'infection guérie. Donc, normalement, si les vaches ont une immunité acceptable, les vaches peuvent guérir sans traitement antibiotique. On contracte, les germes pénètrent dans la mamelle, on a une augmentation des cellules dans le lait, et puis les vaches vont éliminer ou les cellules vont éliminer les germes et le taux solaire va diminuer de nouveau. Mais si on a bien sûr une pression d'infection plus élevée, beaucoup de germes dans la mamelle, ou si nous avons une immunité réduite, là, ça va être plus difficile d'éliminer les germes et le taux solaire va rester augmenté, va rester élevé. Les vaches à haut rendement, les vaches à haute production sont des athlètes de haut niveau. Et ça, c'est ce qu'on doit réaliser
toujours. Il existe un très grand nombre de facteurs qui peuvent compromettre l'immunité des vaches à haut rendement. J'ai déjà dit hypocalcémie, bilan énergétique négatif, acidose, mais il y a encore beaucoup d'autres facteurs qu'on ne peut pas vraiment toucher, qu'on ne peut pas vraiment dire « Ah, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça ». Non, il y a beaucoup de facteurs de stress auxquels les vaches à haut rendement, les vaches aux productions sont exposées et qui vont compromettre l'immunité des vaches. Un soutien optimal des vaches tout au long de l'année est indispensable parce que, comme vous voyez, c'est déjà difficile dans certains élevages pour limiter, pour contrôler l'incidence de mammites cliniques. Ici, on a encore d'autres facteurs qui sont là. Par exemple, pendant l'été, on voit une augmentation dans l'humidité, on voit une augmentation dans la température, le climat change, ça peut causer encore plus de stress pour les vaches et les vaches ont déjà des difficultés pour contrôler les mammites, pour contrôler les germes qui sont présents dans la mamelle. Ça peut causer un foyer de mammite clinique, comme vous avez vu dans l'exemple pratique. Donc, plus vous donnez à la vache, plus vous en recevez en retour. Et ça, c'est très important. Si vous voulez avoir des vaches à haute production, il est important de soutenir aussi l'immunité de ces vaches et d'essayer d'éviter une immunité réduite parce que ça va immédiatement causer des problèmes avec la santé mammaire. Je veux vous remercier pour votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible pour les répondre. Merci beaucoup, Sophie, pour votre présentation. Alors, j'ai déjà une première question qui est arrivée, qui est si Omnigène aide le système immunitaire, est-ce qu'il peut aider aussi au moment du tarissement et si on veut faire du tarissement sélectif? Oui, certainement, hein, parce que la grande différence entre tarissement systématique et tarissement sélectif, c'est que les vaches qui ont un taux solaire faible, qui ne sont pas infectées au moment de tarissement, ne reçoivent pas des antibiotiques. Et les antibiotiques qu'on utilise au moment de tarir, donc pour tarir les vaches, ont bien sûr aussi un impact sur les nouvelles infections qui peuvent se développer pendant le tarissement. Des vaches contractent beaucoup de nouvelles infections pendant le tarissement. Si on utilise des antibiotiques à longue action, les antibiotiques peuvent éliminer, peuvent tuer les germes qui sont présents. Si on n'utilise plus des antibiotiques dans les vaches qui ne sont pas infectées au moment de tarir, les antibiotiques ne sont plus là, donc les germes ne peuvent pas être éliminés. Donc, il est très important de réduire ou de diminuer encore plus la pression d'infection auquel les vaches sont exposées et d'augmenter l'immunité des vaches parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Donc, c'est l'immunité des vaches qui va déterminer comment les germes vont multiplier ou comment l'infection mammaire va évoluer et si les vaches vont veiller avec une infection mammaire, oui ou non. Donc, si vous pouvez augmenter l'immunité au moment de tarir et pendant le tarissement, certainement, si on n'utilise plus des antibiotiques dans les vaches qui ne sont pas infectées, ça va vraiment aider la santé mammaire et soutenir la santé mammaire. Oui. Merci. Alors, l'autre question sur laquelle je vais pouvoir répondre, c'était j'ai des problèmes avec des streptocoques uberis quand je fais des analyses. Omnigène fonctionne-t-il là-dessus? Alors, justement, comme l'a dit Sophie depuis le départ de la présentation, le but est déjà de faire de telle sorte que tous les fondamentaux soient là pour que le niveau immunitaire de la vache soit le plus haut possible. Omnigène va être là pour soutenir le niveau immunitaire de la vache sur des périodes qui peuvent être de stress, mais déjà soutenir le niveau immunitaire de la vache quelle que soit la période, et encore plus au moment du stress, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui fait que le but, c'est que le niveau immunitaire soit assez haut pour qu'il combatte l'arrivée de Streptococcus uberis. Donc, Omnigène fonctionne aussi sur Streptococcus uberis comme sur un grand nombre d'autres pathogènes. Et comme l'a dit aussi Sophie, ça va permettre justement de pouvoir réduire l'utilisation d'antibiotiques parce que normalement, le système immunitaire, il est capable de combattre un grand nombre d'infections sans qu'on ait besoin d'agir. Il faut juste qu'il soit le plus haut possible, quelles que soient les périodes de l'année et quels que soient les stress que va rencontrer la vache.
Alors, on avait une troisième question. Je pense qu'elle est pour vous aussi, Sophie. Quel est le meilleur niveau de cellulaire à atteindre? Et est-ce que c'est intéressant d'avoir vraiment un niveau cellulaire très, très bas? Oui. Le meilleur niveau, c'est moins de 200 000 cellules par millilitre, économiquement. Hein. Donc, si vous avez un taux cellulaire au niveau du tank de moins de 2 ou inférieur à 200 000 cellules par millilitre, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de vaches qui sont infectées et qui ont développé une mamite subclinique. Donc, il n'y a pas de beaucoup de dommages au niveau de la mamelle. Donc, ça veut dire que la production laitière n'est pas endommagée. Donc, la production laitière va être optimale en ce qui concerne la santé mammaire. Est-ce que le taux cellulaire du tank peut être trop faible? Donc, par exemple, si vous avez un taux cellulaire du tank de 50 000 cellules par millilitre, est-ce que ça peut avoir des conséquences négatives en ce qui concerne, par exemple, l'incidence de mamite clinique? Oui, mais c'est pas en premier instant, c'est pas vraiment le taux cellulaire, c'est pas vraiment la quantité des cellules qui va déterminer la susceptibilité des vaches pour contracter des mammites cliniques, mais c'est vraiment la qualité. Donc, si vous avez bien sûr un taux cellulaire au niveau du tank de 30 000 cellules par millilitre ou de 20 000 cellules par millilitre, oui, il est possible que les vaches sont plus susceptibles de développer des mammites cliniques, mais normalement, le taux cellulaire, même si c'est 50 000 cellules par millilitre, 60 000 cellules par millilitre, même si le taux cellulaire est faible, si la qualité des cellules, l'immunité est acceptable, on ne peut pas s'attendre d'une augmentation dans l'incidence mamite clinique. Donc, vraiment, la capacité des neutrophiles de faire le transfert du sang au lait, aussi la vitesse, mais aussi la capacité des neutrophiles pour attraper les germes et aussi pour éliminer les germes de la mamelle. C'est vraiment la qualité qui va déterminer l'immunité et aussi la santé mammaire. D'accord. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. J'ai plus qu'à vous remercier tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ce webinaire est à présent terminé. Nous espérons vous avoir donné des informations concrètes et constructives. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à visiter notre site internet europe.pahc.com et à nous contacter. Vous retrouverez aussi ce webinaire avec Sophie sur notre site internet très prochainement. Donc, de ma part et de la part de Sophie, que je remercie encore une fois, et de tous mes collègues de Phibro Animal Health, encore merci pour votre présence et de votre participation. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à très bientôt sur le terrain. Au revoir. Au revoir.